Salut, c'est Alex Courteau et voici notre dernier reportage sur le volet interactif du festival South by Southwest au Texas. Aujourd'hui, un résumé d'une conférence sur les recherches en neurosciences du Pentagone et on vous a dit qu'on venait ici pour découvrir des idées. En voici une intéressante. La méthodologie qu'utilisent les DJ pour faire des remixes et mélanger de la musique ensemble peut être utilisée pour développer son esprit critique. C'est ce que prétend Zachary Kaiser, c'est notre invité. Il est étudiant au deuxième cycle au Massachusetts Institute of Art and Design. Il est aussi professeur et DJ à ses heures. Voici l'entrevue qu'on a fait avec lui. What a DJ does is a DJ sort of collects stuff, right? They collect music, right? And then they sample or sort of select music depending on if they're producing or spinning at a club, right? And then they connect that music through a process of mixing. And then they sort of improvise while they're doing that. So improvisation is a big part of it. And then they also reflect on what they're doing while they're doing it. So they're like, is this mix going well? Is this mix not going so well? So it's the sort of process of like collection, selection, mixing, improvisation, and then like reflection. With all of the data and information that we have access to, one of the biggest problems that we're running into is this sort of idea of collection and sampling, and like how do we sort of manage the complexity of all this information. So I'm interested in taking that process of the DJing process and mapping it onto the research process and sort of creating experiences where people can have encounters of what I refer to as facilitated serendipity with samples of knowledge. So one of the things that I think has happened as computation has become increasingly powerful, one of the things I think has happened is that we've begun to invest computation with the power to make meaning. And one of the things that critical thinking is really good for is helping us generate meaning for ourselves, right? But the problem is that we're so overwhelmed by data and so overwhelmed by information that we actually don't feel like we're good at making meaning anymore. And you don't need to be a computer in order to think critically about something. You can take a few things that you do know or a few things that you are interested in and begin to create interesting connections between those things. We're leaning towards making everything machine readable so that the algorithms we design can talk to each other more easily. One of the things that happens as a result of that is we sort of design ourselves out of the equation. I'm interested in sort of bringing back human readable meaning, and I think the DJ methodology of learning, this process of collection, selection, limitation, right, and the sort of mixing and improvisation, I think is a key component of recreating meaning that's human readable and that maybe only we can understand. And I think that's okay. And I think that I think it scares us a little bit because things seem so sure when they're digital. Things seem so sure when it's like a 1 or a 0. It's like a binary thing, and we're not sure because humans are weird. We're unpredictable. I think we have to be able to confront that, and this taking new approaches to learning experiences can help us do that. Ce matin, on est allé voir une conférence de Sharon Weinberger. C'est une journaliste qui écrit pour BBC Future. C'est un site Internet dédié aux avancées technologiques à notre vie de demain, qui est très bien fait, très simple, une bonne vulgarisation. Allez voir ça. Elle est passionnée par les recherches en neurosciences du Pentagone. Elle écrit des articles là-dessus depuis 10 ans. Elle est connue pour avoir écrit un article en 2007 sur des gens qui disaient avoir le cerveau contrôlé par l'État américain. Alors, elle a fait des recherches et n'a rien trouvé pour prouver que c'était vrai. Par contre, elle a trouvé des informations qui montrent que le Pentagone s'intéresse à la neuroscience et ce, depuis les années 60. À cette époque, le Pentagone travaille avec Joseph Carl Robert Licklider. C'est un informaticien américain, mais aussi psychologue, qui arrive à prédire comment on utilisera l'ordinateur aujourd'hui et il avait tout à fait raison. C'est également un des fondateurs d'ARPANET, le réseau précurseur d'Internet. Madame Weinberger nous a également beaucoup parlé de DARPA, le Defense Advanced Research Project Agency du Pentagone et ses différents programmes comme LOGCOG, Augmented Cognition
cognition augmentée. C'est un genre de casque qu'on se met sur la tête et qui capte nos réactions. Ça remarque si notre pupille se dilate, si on sue et surtout ça fait un genre d'électroencéphalogramme. Ça capte ce qu'on a, l'activité dans notre cerveau. Tout ça pourquoi? L'ordinateur ensuite sait si on est surchargé et nous présente moins d'informations pour nous permettre de prendre une meilleure décision. Les soldats dans des situations de combat sont bombardés d'informations pour ne pas faire un jeu de mots et grâce à cette technologie-là, on a les idées plus claires. Selon la journaliste, par contre, c'est pas encore au point et ce n'est pas adapté aux vraies situations de combat. Elle nous a aussi parlé du programme FAST, Future Attribute Screening Technology. C'est un programme qui permet de capter nos sensations et qui tente de prédire si on a des mauvaises intentions. C'est un peu comme la douane, mais en pire. On est dans un corridor et il y a des capteurs qui regardent encore une fois si on a la pupille dilatée et si on semble nerveux, qui regardent également notre rythme cardiaque. Selon la journaliste, ce programme est complètement de la chenoute. Ça marche absolument pas. Ça se base sur une science qui n'en est pas une et on peut déceler si quelqu'un est nerveux, mais pour plein de raisons. Peut-être qu'il est nerveux parce que demain, il va faire un faux rapport d'impôt, mais peut-être qu'également, il va faire exploser l'avion. On ne peut pas prédire vraiment pourquoi les gens réagissent comme ça. C'est de la chenoute. Récemment, le président Obama américain, dans son discours à la nation, a dit qu'il voulait donner beaucoup d'argent à ce secteur, à la neuroscience. Donc, on peut penser que DARPA, l'agence dont je vous parlais, va continuer de faire des recherches dans ce sens-là. Selon la journaliste, même si à Duke University, en 2003, un singe a été capable de manipuler, de faire bouger un robot seulement avec son cerveau, avec sa pensée, elle ne pense pas qu'un jour un humain pourra contrôler qu'avec sa pensée un drone, par exemple. On est loin de tout ça. Pourquoi? Parce que le cerveau est très compliqué et que les recherches ne sont absolument pas rendues là. C'est ici que se termine la portion interactive du festival, mais l'événement est loin d'être terminé. OK, les nerds vont reprendre l'avion ce soir, mais les pouilleux arrivent, la musique commence et ça, on va couvrir cette portion-là du festival. Beaucoup sur le site Internet de Bande à part. Benoît Poirier, qu'on a amené dans notre valise, est ici et va rédiger plein de textes, prendre des photos, faire des entrevues. Bandeapart.fm, c'est là que ça se passe. Et on va également enregistrer des artistes, Corias, Karim Ouellet, Lisa Leblanc ainsi que Solids. Et vous pourrez entendre ces entrevues et ces prestations dans notre émission à la première chaîne. C'est vendredi 15 mars, 21h à minuit sur notre site Internet également. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Bye. Ciao. Arigato. Et on va-tu manger des hot dogs, des hamburgers, comme écœurés, des sandwichs à la viande? Hein?